domaines d'intervention. Historiquement, l'électronique, et on est dans l'usine de fabrication pour aider nos clients, sous-traitants, laboratoires, donneurs d'ordre, clients finaux, à optimiser, fiabiliser leur process d'assemblage de cartes électroniques, aussi bien process automatique que process manuel. L'autre domaine d'activité, toujours issu de notre histoire, c'est l'identification des zones à risque, zones où l'on va entreposer des solvants, des vernis, et aussi bien toutes les zones d'intervention liées à la maintenance, consignation. Et troisième domaine, traitement des particules, fumée, gaz, issus du brasage, mais derrière, issus de toute application laser, marquage laser sur un composant. Et aujourd'hui, vous le verrez, on va un petit peu plus loin, marquage laser sur d'autres produits que l'on peut rencontrer dans la vie courante. Donc vraiment, nous, on est l'accompagnement et on est vraiment avec le client pour lui enlever une épine dans le pied, pour l'aider aussi à comprendre ses problématiques. Parce que quelquefois, ce n'est pas évident quand on a la tête dans le seau de prendre un peu de hauteur et de savoir d'où ça vient. Donc nous, notre premier point, c'est déjà d'essayer de faire un diagnostic, aller sur site. Derrière, on va proposer diverses solutions qui peuvent être des audits approfondis, qui peuvent être des formations de base, formations qualifiantes, et proposer aussi des solutions techniques équipements, avec un accompagnement très fort dans le temps. Alors, on a aussi une thématique très complémentaire par rapport à ça, c'est qu'on intègre toujours le collaborateur dans notre réflexion avec une notion très importante de sécurité poste de travail, optimisation du poste de travail, l'environnement de travail, tous les événements de sécurité qu'on retrouve avec nos prestations liées à l'identification des zones à risque, liées à la gestion des particules, mais ça peut être aussi à un moment donné tout ce qui est cheminement des flux, pictogrammes, tout cet ensemble-là. Mélissa? Elle a disparu. Allô? Clément, tu peux dire à Mélissa de... Parce que là, on ne la voit plus. Mélissa, tu peux bouger? On ne te voyait plus? Tu étais perdu? Très bien. Alors, notre accompagnement se fait dans le temps. On part toujours du principe, je le répète, qu'on est là pour identifier avec nos clients les problématiques de fond. Ça veut dire que globalement, on va s'appuyer sur des expertises, voir les niveaux de formation qu'on peut apporter, des solutions techniques. Et le point important pour nous, c'est ce qu'on appelle l'obligation de résultat. C'est-à-dire s'assurer qu'à la fin, on a bien répondu à l'attente de nos clients. Donc ici, quelques exemples dans le domaine électronique. On peut avoir des audits de process. On travaille sur la qualification des alliages. On va aussi jusqu'à phase de test avec des robots de brasage. Des formations qualifiantes, IPC, ESD, à chaque fois avec différents niveaux. On peut former les formateurs IPC. On intervient aussi sur tout ce qui est conduite du changement. Alors un peu plus général, on l'a vu aujourd'hui par rapport aux approches de confinement, par rapport de télétravail, dans des situations difficiles. On peut aider les managers à driver un peu leurs équipes tout en garantissant, je veux dire, une communication et un service efficace. Et derrière, en termes de propositions d'équipements, de solutions, on retrouve tout ce qui est brasage, ESD, traçabilité, poste de travail, etc. Alors, on l'a vu, notre histoire, c'est l'électronique depuis plus de 30 ans. Enfin, à chaque fois, on dit
Je ne sais plus combien de temps on a fait l'anniversaire des 30 ans, mais ça passe. Hein. Donc, on est vraiment dans ce domaine-là. Et par rapport à tout ce qui est identification des zones à risque, on travaille aujourd'hui avec d'autres industries qui veulent s'appuyer sur notre savoir-faire, notre expérience. Et par rapport à tout ce qui est traitement des gaz, particules, on a travaillé depuis plus de 20 ans avec des intégrateurs de solutions laser. Et on retrouve bien sûr l'électronique, mais on est dans l'agroalimentaire, on est dans la cosmétique pour les accompagner sur déjà rédaction du document unique, identification des particules, gaz générés, et on va aussi jusqu'au recyclage des filtres usagés avec remise des différents documents officiels. Donc un accompagnement très fort. Donc voilà, très rapidement brosser un peu CEPELEC. N'hésitez pas à vous retourner vers l'équipe commerciale. Bon, déjà, en termes d'animation, Mélissa répondra à toutes vos demandes. Et derrière, sur le terrain, vous avez donc Clément, Damien. On a Denis actuellement qui est en clientèle pour une problématique. Donc, il ne sera peut-être pas là avec nous ce matin, mais n'hésitez pas à nous contacter. Juste un point pour faire l'introduction. Donc, notre organisation s'appuie sur l'équipe CEPELEC, bien entendu. Un réseau de fabricants. Nous travaillons avec une dizaine de fabricants, mais chez qui nous représentons quelque chose. Brady, nous sommes le 2e distributeur France. Sur les produits ESD, nous sommes importateurs France. Donc, on a un poids auprès de ces fabricants. Et derrière, on s'appuie sur un réseau d'experts reconnus et qualifiés. Je laisserai Sébastien se présenter, mais par exemple, sur l'ESD, notre intervenant rédige les normes au niveau de l'AFNOR, donc il sait un peu de quoi il parle. Équipe CEPELEC, c'est une trentaine de personnes à vos services, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Sébastien. Merci Jean-Pierre. Du coup, Sébastien, je te laisse reprendre la main pour le partage d'écran, pour que tu partages ton écran. Oui. Alors, bonjour à tous, bienvenue chez 3DXP. Donc, tac, 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 partager l'écran. Voilà. On va mettre en plein écran. C'est bon, c'est parfait. C'est tout bon? C'est tout bon. Alors, est-ce que j'ai le chat quelque part? Bon, je regarderai le chat plus tard pour les questions au fil de l'eau. Donc, bienvenue chez 3DXP. On est une plateforme d'impression 3D. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous faire une présentation sur l'impression 3D mise au service de l'électronique. Alors, l'électronique, c'est très varié. Ça va de la fabrication de PCB au packaging des produits finaux, en passant par des micro-composants, des sockets, des MEMS et beaucoup d'autres choses. Et également l'impression 3D, qui est la fabrication additive, le terme générique qui rassemble l'ensemble de ces technologies. C'est également beaucoup de choses, beaucoup de technologies de procédés et de matériaux disponibles sur la table. Donc on est une plateforme d'impression 3D. On fait du service d'impression à la demande et des formations. On est hébergé à l'Université de Grenoble, dans le département de chimie moléculaire. La raison de tout cela, c'est que je travaille avec différents laboratoires académiques, universitaires, INPG, CEA, sur différents projets de R&D. Voilà. Alors là, c'est une vieille photo, ça a un peu changé depuis. Notre expertise, elle est surtout aujourd'hui dans les matériaux thermoplastiques, sur la technologie dite de dépôt de fils fondus. Et depuis 2013, on a testé, qualifié, parmi ces 150 références auprès de 40 marques, les meilleurs matériaux disponibles sur le marché. Les matériaux standards, PLA, PET, ABS, des choses plus techniques, des pseudo-élastomères, des polycarbonates, des nylons, et des hautes performances, sachant qu'à chaque application, il y a un cahier des charges, des contraintes pour lesquelles il faut aller vers tel ou tel autre matériau.
Voilà. Donc là, vous avez déjà sur cette image un support de câblage réalisé en Ultem, un polyéther imide pour Airbus il y a déjà quelques années. Voilà. On s'est très largement spécialisé dans les matériaux ESD. Alors, ce qui est bien avec le dépôt de fil fondu, c'est qu'on a accès à un très large panel de matériaux aux propriétés caractéristiques très variées. Voilà. Là, en l'occurrence, on peut voir un support à façon pour une carte d'électronique pour ensuite faire du spotting, du placing spotting sur des machines de chez Nordson. Une chose qui a été également faite pour Airbus. Voilà. Il y a aussi des machines en électronique. Alors, par exemple, la société STPG, STP Electronics à Saint-Imier, fabrique des machines spéciales pour l'électronique, en l'occurrence des machines de découpe de PCB, lesquelles génèrent beaucoup de poussières qui sont extraites, et ces poussières génèrent des charges ensuite sur les conduits d'extraction. Et considérant les normes, aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de mettre pour les collecteurs des matériaux électrodissipatifs et résistants à l'abrasion. Là, donc, dans ce cas-là, on en fait ce collecteur en matériaux élastomères qui sont très résistants à l'abrasion et électrodissipatifs. D'autres choses qui ont été faites récemment pour ADUP, qui est une joint venture de Michelin et Dassault Aviation, sont des cages de protection de machines spéciales également, dans lesquelles des charges, alors soit pour protéger l'opérateur de charges qui peuvent être générées sur les objets, ou soit pour protéger les électroniques de charges que les opérateurs pourraient faire sur les machines en les touchant par contact. Là, ça a été fait en PET, il n'y avait pas de contraintes particulières en température, l'environnement est assez standard, on va dire. Ça a été fait en PET. Dans le monde électronique, il y a des étapes de vernissage des cartes, des PCB, et pour cela, il faut des caches. Parfois, il faut des caches qui résistent à des hautes températures, puisqu'il y a des recuits, des résines pouvant aller jusqu'à 200, voire plus degrés Celsius. Donc là, typiquement, il existe sur l'étagère des Ultem, des polyéthers imides chargés en nanotubes de carbone qui permettent de rendre le matériau électrodissipatif. Voilà. Bon, globalement, la fabrication additive, je vais revenir sur une définition, c'est parce qu'il y a différents procédés que je vais vous montrer par la suite. Donc, je vous ai montré ce que nous, on fait un peu chez 3DXP. Et là, maintenant, je vais vous présenter un peu dans le monde électronique tout ce qu'on peut trouver comme exemple. Et ça peut être d'autres technologies que celle de dépôt de fil fondu. Donc, la fabrication additive, c'est l'ensemble des procédés de fabrication où on empile par couches successives la matière pour obtenir l'objet final. Et ça, bon, aujourd'hui, ce sont des machines robotisées, automatisées, et c'est par opposition avec les technologies de fabrication soustractive, où on va faire le retrait de matière dans les objets, dans la matière. Voilà. Alors, quel est l'intérêt on peut avoir à utiliser l'impression 3D pour faire des outillages? C'est rapide, c'est pas cher, et on peut gagner sur le point pratique, ergonomique, dans l'espace de travail. Et là, par exemple, dans cet exemple, pour monter ou démonter des ensembles assez complexes. Donc là, ça a été réalisé en dépôt de fil fondu. Le terme très utilisé, c'est FDM, Fuse Deposition Molding. Des preuves de concept. Ici, on a quelque chose un peu grossier. Alors, le dépôt de fil fondu, ce n'est pas la technologie la plus résolue, mais on peut aller rapidement vers des objets qui font des preuves de concept. Et ici, par exemple, un exemple qui a été développé par un jeune adolescent américain il y a quelques années. C'est une bague dans laquelle il a mis de l'électronique qui permet de faire le suivi dans le temps et en continu des
des symptômes de la maladie de Parkinson. Et ça permet de faire vraiment un monitoring en continu de ce qui se passe au niveau physiologique sur la personne. Et ensuite, quand la preuve de concept est faite, on peut aller vers sur des objets plus petits, plus élégants, etc., avec des définitions de bien meilleure finition. Alors en électronique, on fait il y a beaucoup de boîtiers, d'habillage, des composants pour arriver vers l'objet final. Ça peut être fait avec différentes technologies. Alors sur la gauche, vous avez différentes technologies qui sont indiquées. Il y a le multijet fusion, c'est HP qui fait ça. C'est du liage de poudre de polyamide où on peut mettre de la couleur, ou du fritage de poudre de polyamide aussi par SLS, par fritage de poudre au laser. On peut également les faire par des potules fondues ou par jetting de gouttelettes de résine qui photopolymérisent aux UV. On peut faire des moules d'injection. La technologie qui est la plus utilisée pour ce type d'application, c'est le SLA, la stéréolithographie, parce qu'on arrive avec des très hautes résolutions. Et ça permet de faire des moules d'injection à façon, rapidement et à moindre coût. On peut faire également du surmoulage. Alors ici, c'est un exemple d'un capteur de mouvement de genou qui a été surmoulé lors d'un process de jetting. Donc c'est une résine qui est projetée sous forme de gouttelettes et qui est photopolymérisée, durcie à l'aide d'une lampe UV. Voilà. Donc, il faut laisser une cavité dans l'objet. Lorsque on arrive à un certain moment, on arrête le process, on inclut dans ce qui a déjà été imprimé l'électronique, les éléments électroniques qu'on veut surmouler, et puis on relance le process, Alors, ça peut être fait aussi par des pots de fil fondus. Ce genre de choses, ça peut être dans certains cas très intéressant. Les dissipateurs thermiques. Alors ici, on a un exemple d'un dissipateur d'une électronique qui était packagé dans un ensemble métallique. Alors celui-ci peut être fabriqué de différentes manières, par fritage de poudre métallique, des MLS SLM, par jetting. Alors c'est du liage de poudre. On prend une poudre métallique, on va la lier avec une colle, et puis ensuite on va faire un recuit thermique, on va faire la fusion de cette poudre qui a été préalablement collée. Les métaux, on peut les obtenir également par des pots de fil fondus. Alors c'est des cires très très fortement chargées à près de 80% en poudre métallique. Il y a également ensuite des étapes de déliantage et de fusion des métaux par jetting de nanoparticules ou également par SLA. Alors là, par SLA, c'est des résines également très fortement chargées en métaux qui nécessitent ensuite des étapes de recuit, de déliantage et de fusion de la poudre métallique. Alors, toutes ces technologies, procédés permettent d'accéder à des objets métalliques dans lesquels l'impression 3D est très intéressante dans le sens où on peut faire des canaux, des ensembles monolithiques avec des canaux à l'intérieur, ce qui est très difficile, peuvent être très difficiles à faire par usinage, voire impossible. Voilà. C'est aussi intéressant pour les gens qui développent des batteries lithium-ion, par exemple. Les batteries lithium-ion qui peuvent également chauffer fortement. Les céramiques sont aussi disponibles. Alors pour faire des sockets, pour faire des ensembles, pour dissiper la chaleur de composants qui chauffent très fortement, les puces graphiques ou d'autres composants d'électronique. Ces céramiques, elles peuvent être obtenues par différentes technologies également, par des pots de fil fondus. Alors c'est toujours pareil, c'est des cires ou d'autres matériaux qui vont fondre, dans lesquels on met une forte teneur en céramique pour ensuite la faire fusionner ensemble. Le liage de poudre, on prend des poudres de céramique qu'on va en coller et qu'on va ensuite friter.
nanoparticule jetting également. Alors là, c'est typiquement la société XJet, israélienne, qui fait ces technologies-là pour faire des objets en céramique d'une très très grande finesse. Et également, il y a des exemples de stérolithographie où on va faire durcir des résines très fortement chargées en céramique pour ensuite la faire friter. Il y a des exemples assez intéressants également pour l'électronique. C'est des imprimantes de type dépôt de fil fondu à double extrusion où on peut faire une matrice en thermoplastique et tirer des câbles électriques à l'intérieur à l'aide d'une encre conductrice. Typiquement, là, c'est une société allemande, Voxel 8, qui fait ce genre de choses. Donc, on voit sur cette photo un composant électronique et des fils, une pâte d'argent. C'est une pâte d'argent, l'encre conductrice qui est déposée. Donc, ça va être faire des drones comme ça, un exemple qu'ils ont développé en interne. Et on voit sur cette image par rayon X les câbles qui ont été tirés, l'électronique aussi qui a été surmoulée dans l'ensemble de l'objet. Et je vais finir par une dernière société qui s'appelle Nanodimension, qui est israélienne, et qui permet de faire des PCB fonctionnels. Alors, c'est du jetting d'encre, de nanoparticules d'encre, et ça permet de faire des encres d'argent, qui permet de faire des PCB fonctionnels. Ils ont fait des démonstrations, ils ont plusieurs études de cas où ils font des antennes RFID, des amplificateurs radiofréquences, des microsystèmes électroniques, des MEMS, et voire aussi des capteurs de contact. Voilà. Donc c'est très très vaste ce qu'on peut faire en impression 3D. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on peut aller de l'outillage au prototype jusqu'au produit final, avec un très large panel de matériaux et de technologies qui sont à disposition. Ça permet de gagner beaucoup de temps et d'argent sur de nombreux cas d'application. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à écrire à cette adresse ou me mettre en contact sur LinkedIn si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Jean-Pierre, tu as ton micro coupé. Vous m'entendez? C'est bon? C'est tout bon. Oui. D'accord. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'on va passer maintenant un petit peu de temps sur questions-réponses, qui est vraiment l'objectif de ces lives. Ces lives ne peuvent pas être des modules de formation, parce que vous comprenez bien qu'en 1 heure de temps, on n'a pas le temps de vraiment avancer et faire tout ce que l'on fait normalement sur un module d'expertise ou autre. Donc ça, c'est le premier point. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. On va ouvrir les micros et ouvrir les caméras. Et surtout, bien entendu, derrière, si vous voulez aller un peu plus loin, soit vous passez par votre commercial habituel. Si vous n'avez pas où s'il trouve, n'hésitez pas à poser la question à Mélissa, qui vous répondra. Et puis, bien sûr, que Sébastien vous a transmis toutes ces informations. Allez, qui se lance? Quel est le premier qui pose sa question? Sachant que vous pouvez aussi, si vous n'avez peut-être pas de micro, utiliser le chat. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors moi, je vois déjà, il y a eu déjà 2 questions dans le chat. Monsieur Possémé, qui demande comment déterminer les ajustements entre les pièces. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Bon, quand il y a des assemblages de plusieurs pièces, la première chose, c'est que chacune des pièces respecte les cotes, les dimensions et les tolérances géométriques
qui sont dans le cahier des charges. Et pour ce faire, on peut parfois s'y reprendre à plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on imprime une première fois. La problématique, c'est toujours en dépôt de fil fondu. Alors moi, c'est là où est mon expertise. Hein. C'est qu'on va fondre un plastique qui va ensuite refroidir et donc se rétracter. Donc il y a toujours une perte de dimension hein, que maintenant, avec l'expérience et certains abacs, j'arrive à prévoir, un peu comme en injection moulage hein, d'ailleurs, et pour atteindre des niveaux de tolérance géométrique disons, de l'ordre de 150 microns. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut, prévoir à l'avance hein, dans les designs. Il faut laisser peut-être des distances d'isolement un petit peu entre les pièces, parce que si on prend un bloc, on le coupe en deux hein, et qu'on essaye de le refaire à l'identique en impression, on va avoir un peu des soucis. Hein. Donc, il faut laisser des petits ajouts, des petites distances d'isolement entre différentes pièces. Hein. Et ensuite, je dirais, c'est l'imprimeur hein, qui, avec son expérience, peut y arriver du premier coup, hein, ou y aller à tâtons au moins à 2 reprises, hein, je dirais. Voilà. Monsieur Possémé a reposé une autre question ensuite, qui était donc est-ce donc du PLAESD? Oui, il y a du PLAESD hein, qui existe sur étagère. Il y avait une autre question aussi, Sébastien, de Denis pour le dépôt des pistes. Est-ce que le standard IPC s'applique? Va-t-il y avoir des mises à jour de ces normes? Alors, aujourd'hui, ce que fait Nanodimension, c'est des pattes d'argent. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces standards IPC. Toutefois, ce que je peux dire, c'est que ces standards, ils s'appliquent avec des pistes en cuivre aujourd'hui, hein, ce que j'ai pu comprendre, et que ce que fait Nanodimension est un peu en dehors hein, du spectre des standards et des normes aujourd'hui de l'électronique hein, sur PCB. Toutefois, ça permet d'aller vers des prototypes assez rapidement. Peut-être que les standards ont toujours intérêt à se coller à la réalité hein, et non pas l'inverse. Et donc, il y aura certainement des normes hein, et des standards qui vont s'appliquer sur ce type de technologie aujourd'hui. Hein. Alors, les questions sur les marques, hein, ça, c'est une réponse que je ne donnerai pas parce que ça fait partie de mon savoir-faire et mon expertise hein, qui a mis beaucoup d'années à se faire. C'est du surfacique. Hein, les caractéristiques hein, électriques sont données en surfacique, hein, en général dans les datasheets. Hein. C'est de l'or, et ça varie entre 10 puissance 7 et 10 puissance 9 ohms par square. Attention, il y a beaucoup de gens qui vendent des matériaux qui disent électrodissipatifs alors qu'ils sont seulement antistatiques. Hein. C'est-à-dire que leur résistance est beaucoup moindre. Hein. De l'ordre de 10,4, 10,3 à 10,5 ohms par square. Alors, quelles sont vos précisions de pose en termes de géométrie? Je ne comprends pas la question, excusez-moi. Pour les pistes A, pour les pistes, j'en ai absolument aucune idée. Denis, si vous pouvez ouvrir votre micro, ou Mélissa, tu t'assures que le micro de Denis est ouvert, non, vous posez directement votre question. D'accord, ok. En fait, moi, la question que je me pose, c'est alors si les standards IPC ne s'appliquent pas encore, en fait, les standards donnent un dimensionnement. Et donc, vu que ça ne s'applique pas, on a besoin de savoir quelles sont les précisions en termes de
de taille de piste. Qu'est-ce qu'on vous fournit pour que vous puissiez faire un circuit imprimé? Est-ce que c'est la même chose que chez un fabricant classique, les fichiers Gerber, ou est-ce que c'est différent? Comment ça se passe? Alors, j'ai fait une présentation très généraliste sur l'intérêt ou les applications d'impression 3D de manière générale dans l'électronique. Mon métier, il est sur le dépôt de fil fondu. Moi, je suis expert dans le dépôt de fil fondu et dans la stérolithographie. Et bon, je ne pouvais pas ne pas citer nanodimension, puisque quand même, c'est des choses assez intéressantes, et en l'occurrence, ça a l'air de vous intéresser. Moi, je vous invite à aller sur le site de Nanodimension et demander les datasheets et les spécifications de leur technologie. Moi, je ne les ai pas en tête. Je suis allé rapidement sur leur site pour aujourd'hui, il y a quelques heures, pour prendre des images et m'assurer de ne pas dire de bêtises. Et puis voilà. Ok, merci. D'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. Alors pour revenir sur les matériaux ESD qui sont disponibles en dépôt de fil fondu, c'est je dirais, aujourd'hui la seule technologie qui permet de faire des objets en plastique ESD parmi toutes celles que vous avez pu voir sur ces présentations. Sur les étagères, il existe une grande variété de matériaux. Il y a le PLA, effectivement, il y a aussi le PET, il y a de l'ABS, il y a aussi du polycarbonate. Donc là, ça permet de monter en température et avoir des choses plus costauds. Il y a du PVDF également, qui est chimio-résistant et qui est intrinsèquement inifuge. Il y a les polyéthérimides qui sont sinifuges, qui ont une très bonne résistance mécanique et résistance aux flammes. Et aussi les pics. Est-ce que les pics... Alors j'ai un doute là maintenant, mais c'est probable qu'il y ait les pics aussi. Pour trouver ces matériaux, vous les trouvez sur les grands... aujourd'hui distributeurs, alors ça c'est un secret pour personne, vous avez Maker Shop par exemple, qui doit en vendre, par exemple. Oui, le PLA c'est un matériau qui est sympa, je suis d'accord. Il est beaucoup moins contraignant que les autres, mais malheureusement, il a une température de transition vitreuse qui est autour de 50-60 degrés, ce qui fait que quand on est sur des applications où ça va monter en température ou en extérieur, le plastique va rapidement se ramollir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si on a fait le tour, eh ben, déjà, merci aux personnes qui ont assisté du coup au live aujourd'hui. Le live a été enregistré, donc il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Il y a l'ensemble des lives CPLEC qui sont disponibles en replay. Donc avec Sébastien, c'était le deuxième live qu'on faisait sur l'impression 3D, mais vous avez aussi tout un tas d'autres thématiques. Donc on vous partagera voilà, le lien de la chaîne YouTube pour aller la voir. Merci à Sébastien d'avoir été avec nous ce matin pour animer ces échanges. Pardon, je vais y arriver. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires ou des projets à nous contacter pour échanger. Et donc pour ceux qui sont intéressés, nous organisons encore 2 lives d'information.
un live le 1er décembre à 11 h sur les sols ESD avec notre expert ESD Movigo et le fabricant de sols Gerflor. Et le 15 décembre, on aura un live, pareil, toujours à 11 h. Hein, c'est les mardis à 11 h, donc c'est pas compliqué. Cette fois sur les armoires sèches et la gestion des NSL. Voilà, je ne sais pas si Jean-Pierre ou Sébastien, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je rajouterais merci beaucoup CPLEC de m'avoir invité à faire ce live. De rien. Alors, juste pour terminer, parce que Sébastien est très modeste, il n'a pas tout dit. En fait, sa valeur ajoutée, c'est aussi la capacité à permettre aux utilisateurs d'utiliser tout type d'imprimante avec tout type de matériaux. Alors, ce que je dis, c'est peut-être très général, mais de ne pas rester cantonné à une imprimante avec 3-4 matériaux que vous fournit le fournisseur. Donc, on travaille vraiment très en amont sur ce point-là. Des formations aussi sont proposées. Nous avons un catalogue de formations. Donc, on n'est pas simplement sur le produit ESD, on englobe de manière beaucoup plus générale tout ce qui est impression 3D. Voilà, merci à tous en tout cas. Et puis, on va redémarrer, nous, on a déjà redémarré ces lives à la demande de nos clients, hein, puisque le premier confinement, on en avait fait une quinzaine, avec notre association PC2A qui regroupe des industriels de l'électronique sous-traitants donneurs d'ordre. On avait aussi lancé quelques lives. D'ailleurs, il y en a un autre qui va être fait par PC2A et organisé aussi par Mélissa, qui connaît bien, je pense, en décembre. Donc, n'hésitez pas à nous demander toutes les informations et on reste vraiment à votre disposition. Eh bien, bonne journée à toutes et à tous et à la prochaine. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.